Stone Age, tome 1, L'homme du passé, par Axel Courdy. Prologue. On croit que le destin est déjà écrit et que rien ne peut le tordre. Mais aujourd'hui, du moins pas vraiment comme on peut l'entendre, mais c'est bien aujourd'hui que la vie d'un homme prendra une tournure inattendue. Tout commence au beau milieu de la nature, un mystérieux vieux personnage habite les rêves d'un jeune chasseur depuis une semaine. Inlassablement, l'être onirique lui répète « You woke up, Trooper ?» Qu'est-ce que ça peut signifier? Comme toujours, avant de pouvoir obtenir sa réponse, l'aube le sort de ses songes. Il est temps d'aller ramener du gibier pour la tribu. Il est temps d'aller ramener du gibier pour la tribu. C'est armé de sa lance et de son gourdin qu'il part en quête. Chapitre 1. Quelque part au milieu d'une lande sans nom, un calme olympien règne au sommet de la montagne. Alors que seul le vent se fait entendre, cette quiétude se brise par de l'activité dans de hautes herbes. Surgissant de la verdure, un trio de chasseurs scrute une innocente biche qui broute paisiblement. Tapis dans la végétation, deux hommes, un maigre et un deuxième plus mat de peau, se préparent pour capturer leur pitance et attendent les ordres du meneur. Le plus imposant de tous se nomme Steven. C'est un géant uniquement vêtu d'un pagne fait en fourrure d'ours qui le protège jusqu'au haut des genoux. C'est un colosse à tel point que son ombre recouvre ses congénères. Ce n'est pas la seule chose qui le caractérise. Son instinct et sa réflexion aiguisée sont tels qu'il est comparé à un aigle au sein de sa tribu. À la manière de ses proches, sa grande coiffure iroquoise possède des mèches colorées rouges et jaunes. Contrairement aux autres habitants de son peuple, il ne part jamais sans une sacoche qu'il transporte au niveau de sa hanche gauche. Sa poche contient une côte de cerf qui peut l'aider en cas de situation critique, ainsi qu'un énorme croc de bête en guise de porte-bonheur, symbole de sa première chasse. Mais qu'est-ce qu'on attend? Demande un des hommes. Le guerrier à l'impressionnante carrure scrute silencieusement sa proie. Le terrain est dégagé, mais il sent que la biche reste sur ses gardes et l'attaquer directement pourrait la faire déguerpir dans une direction imprévisible qui pourrait ruiner leur stratégie. Il saisit à pleine main une lance dotée d'une pierre aussi aiguisée qu'une griffe de tigre et la projette vers le gibier. Pris de panique, l'herbivore s'enfuit à toute vitesse à l'opposé de l'impact. « On y va !» hurle Steven. Filant comme le vent, ils démarrent l'assaut en direction de leur futur repas. La vélocité du quadrupède les surpasse peut-être, mais les chasseurs ne lui laissent aucun moment de répit. Au cours de leur attaque, ils traversent sans s'en rendre compte bien des paysages. Végétation verdoyante, terrain plat, sol montagneux et autres campagnes dont la pureté n'avait pas encore connu l'influence de l'homme. Malgré leur détermination, la biche continue de leur faire face, en parfaite harmonie avec son environnement. Ils se rapprochent. Le plus léger du trio pose son pied sur une motte de terre et s'élance vers les cieux. Il se propulse si haut que son ombre recouvre son congénère. De toutes ses forces, il lance son arme, mais l'homme ne réussit qu'à y rafler la hanche droite de la bête qui pousse un gémissement. Même s'il file comme le vent à tel point qu'il pourrait créer des tempêtes, leur proie les distance dorénavant de seulement 5 mètres. À présent, il se situe sur une parcelle en pente. L'herbivore, terrifié, part vers la gauche, mais le meneur se jette au sol et ramasse une pierre taillée. De retour sur ses pieds, il se propulse vers l'avant et envoie la rocaille qui touche la biche à la patte arrière. Saignant et perdant de la vitesse, elle change de direction pour aller se réfugier vers un chemin plus étroit, en bas du talus. Malgré sa course effrénée, elle se retrouve bloquée par un gigantesque rocher. L'herbivore est cerné et les chasseurs peuvent lire toute la détresse dans les yeux de leur conquête. À toi l'honneur, Steven, achève-la. Le leader se rapproche doucement vers sa proie en serrant son gourdin. Son bâton sculpté dans un séquoia mesure 65 cm. À son extrémité, un gigantesque silex est fixé à l'intérieur, dont les pointes tranchantes sortent des deux côtés. Il lève sa masse et le gibier comprend qu'un funeste destin se présente à lui. Sans la moindre hésitation, avec une vitesse inouïe, le chasseur abaisse son bras, puis fracasse le crâne, emportant de cette manière le dernier souffle de vie de la créature. « Eh bah, elle était rapide celle-là !» commente le moins costaud des deux. « C'est vrai, mais la blessure que tu lui as faite nous a bien aidés, Joachim, » répond modestement le meneur à la sacoche. « Tu veux que je te donne un coup de main ?» demande l'homme à la peau plus sombre. « Ne t'en fais pas, Alex, » dit Steven en souriant. « Elle n'est pas bien épaisse. » Sans faire preuve d'un gros effort, il la met sur son dos comme un sac de patates. « Ça, c'est tout toi, toujours à tout faire par toi-même, hein ?» Il rigole et donne un coup de poing amical dans l'épaule du maître chasseur. « Allez, il faut faire vite, le soleil commence à se coucher et on n'a pas le droit de rester trop loin de chez nous. » Sans discuter davantage, ils descendent de la montagne et rejoignent une forêt non loin de sa tribu qui leur sert de zone de cueillette. Une fois là-bas, ils constatent que les baies n'ont pas encore atteint leur maturité. Pendant leur marche, les deux guerriers remarquent l'air pensif de l'imposant colosse. « Tu es bizarre ces temps-ci, Steven. Qu'est-ce qui se passe ?» Ce dernier est d'abord surpris,
lève la tête vers le ciel. Oh, je sais pas, répond-il en retour. Je me demande ce qu'il y a hors de notre territoire, ce qu'il y a ailleurs. Les deux autres Homo sapiens se regardent sans comprendre l'intérêt de son questionnement et n'offrent qu'un moment de silence gênant qui prouve leur indifférence. Sur la route, ils tombent sur un lieu controversé. Il s'agit d'une zone où réside un énorme crâne d'une créature éteinte il y a bien longtemps, dont les restes ont fusionné avec la Terre. L'idée qu'une telle créature si grande que même le mammouth a l'air d'un insecte en comparaison aurait pu exister est absolument inconcevable pour certains, pour d'autres c'est un spectacle fascinant. Vous croyez que c'était vivant ça demande Alix. Qui sait répond Steven pensif. Mais ça ne se peut pas, c'est trop énorme et menaçant. Comment c'est arrivé là alors questionne la montagne de muscles. Peu importe, mais la doyenne nous a dit de ne pas nous en approcher. On devrait partir, rétorque le chasseur à la peau sombre. Joachim approuve la décision d'un signe de tête et s'éloigne avec l'autre guerrier. Seul le meneur s'immobilise, complètement hypnotisé. Après 20 secondes d'observation, ou peut-être plus, il rejoint ses partenaires. Ne les voyant que de dos, il sent une tension due à leur corps tremblant. Tout devient plus clair maintenant. Ils font face à un imposant smilodon. Ses deux longs crocs sont aussi acérés que leurs lances, et au vu de sa fourrure orange et de sa posture, ce félin se trouve dans son plus bel âge, prêt pour un affrontement sans pitié. Recule bafouille le chétif. Fonce vers la tribu, on te retrouve plus tard hurle l'autre chasseur en restant sur ses gardes. Le courageux guerrier s'approche doucement jusqu'à faire face à ses coéquipiers. En voyant cette réaction, il l'observe, la bouche et les bras tombants. Steven toise le tigre à dents de sabre, met sa main dans sa sacoche sans le quitter des yeux. La bête pousse un effroyable rugissement, prêt à déchiqueter l'homme qui ose le défier. Ses muscles se contractent et ses amis comprennent qu'il sert son porte-bonheur. Quand une personne aussi courageuse agit ainsi, c'est qu'il vaut mieux rester sur ses gardes. Steven relève doucement son poignet et pose le gibier durement gagné sur la terre. Malgré la faim du prédateur, ce dernier sent que l'issue de l'affrontement demeure incertaine. Après un quart d'heure de combat mental, la bête disparaît dans la nature et les partenaires du maître chasseur s'approchent de lui. Il se relève et, de ses yeux marrons, lance un regard sérieux à ses amis et leur répond d'une voix grave. « On n'avait pas besoin de l'achever. On a ce qu'il faut et ça aurait été trop dangereux de l'affronter, car il aurait pu dévorer l'un d'entre nous. » Jusqu'à la fin de leur existence, jamais ils ne sauront si c'était un acte de folie ou bien une preuve d'un courage absolu. Et dans le fond, seul le résultat compte pour eux. Fin du premier chapitre. Chapitre 2. Après une longue marche, ils arrivent enfin à leur campement. L'endroit scintille par la lueur du couchant. Au centre des huttes, une fête a lieu. Des hommes et des femmes dansent torse nu autour d'un feu dans une ronde aux lumières cramoisies. La silhouette des tentes se trémousse au rythme des flammes. Au bout du cantonnement, une grotte qui leur sert d'abri quand vient le souffle glacé de l'hiver. Juste à côté de l'entrée de la caverne se trouve un chemin de terre qui permet d'accéder à une surface en hauteur. Les valeureux guerriers s'approchent des braises ardentes et le meneur pose le butin de chasse au pied de ses semblables. Un cueilleur s'avance, admirant la récolte du trio. « C'est un sacré morceau que tu nous ramènes. »« Je n'aurais jamais pu l'avoir sans l'aide de mes camarades, » réplique modestement Steven. Des cris de joie retentissent et un homme de petite taille, barbu et trapu, sort de sa tente. À sa manière de se mouvoir, il est clair que des champignons l'ont emporté ailleurs, loin de cette fête. Ce dernier s'approche en fanfaronnant vers le trio. « Tu sais bien que c'est toi le meilleur chasseur du village » affirme cette personne en rigolant grassement. Même s'il n'aime pas le reconnaître, son cœur a bien du mal à accepter le contraire. Certains croient que la doyenne de leur tribu lui a lancé une bénédiction alors qu'il sortait tout juste du ventre de sa mère. Ça a été un plaisir de faire équipe. C'était parfait. Profitez bien de la soirée. Oh allez, reste encore un peu, c'est la fête. Plus tard, j'ai affaire. Il s'éclipse discrètement en direction de son lieu préféré, le sommet de la caverne. À grande enjambée, il emprunte le chemin en pente raide près de la grotte. Au fur et à mesure qu'il avance, le bruit des festivités disparaît. Sur le rebord de la falaise se trouvent des peintures rupestres qui représentent l'histoire de la tribu, dont une montrant une silhouette flottante et des personnes qui l'acclament. À présent au pied du précipice, il s'assoit et contemple le paysage. Lui et ses semblables n'ont pas le droit de quitter le territoire, et cet emplacement est la seule fenêtre vers le reste du monde. Devant ses yeux au loin, des oiseaux migrent en direction d'un pic si gigantesque qu'il paraît si proche et si loin à la fois. Autour du mont, il aperçoit d'autres campements dont la couleur et la forme de leur habitat
changent régulièrement selon les saisons. La forêt, quant à elle, ressemble à une mer de nuages verdoyante qui lui donne un sentiment d'infini. Un grand sourire se dessine sur son visage. Il est arrivé à temps pour assister au coup du spectacle, son moment préféré de la journée, voir le soleil se coucher et disparaître derrière l'énorme montagne qui se trouve à une semaine de marche. Ce qui s'étend sous ses yeux lui crée des frissons qui lui parcourent tout le dos. Il a le sentiment de faire face à quelque chose d'unique, de désiré, mais malheureusement inaccessible et trop dangereux pour se lancer à sa recherche. Sa contemplation à présent terminée, il se lève, respire profondément et retourne festoyer avec les siens. Plus tard dans la nuit, c'est le moment où les adultes de la tribu couchent les enfants et avalent des champignons et autres plantes qui font rêver. Après leur ingurgitation, les hommes racontent leurs histoires en tournoyant autour du feu. Ils sautent sur place, poussent des grognements, évoquent des gens qu'ils ont croisés durant leur balade sur leur territoire ou imitent les mouvements des animaux. Près des flammes dansantes, un fier cueilleur entame une sorte de gigue. Et là, je me suis retrouvé face à une bête énorme, dit-il en singeant la démarche de la créature. Sa bouche habitait des crocs plus grands que mon bras. Heureusement que je me suis tapis sous un trou, car si elle m'avait attrapé, elle m'aurait déchiqueté et envoyé dans le rien. Juste comme ça, finit-il en claquant des doigts. Caché dans l'ombre, Steven voit une très vieille femme lui faire signe de la main. C'est la sage, l'actuelle chef de la tribu et la grand-mère de tous. Le feu est devenu la seule lumière qui éclaire la zone. Il cède de son appui sur les huttes et de sa connaissance du campement pour s'orienter jusqu'à faire face à l'habitation si particulière de la doyenne. Des ossements d'animaux jonchent le sol. Un crâne de mammouth est accroché au-dessus de l'entrée et est recouvert de peintures aux couleurs du peuple. Des ossements d'animaux jonchent le sol. Un crâne de mammouth est accroché au-dessus de l'entrée et est recouvert de peintures aux couleurs du peuple. Il rentre timidement et aperçoit la silhouette de la chef. Combien de lunes précèdent sa dernière visite? Quoi qu'il en soit, elle est comme à l'accoutumée, toujours vêtue d'une robe rapiécée, faite en peau de plusieurs tigres. Sur son visage très abîmé par l'âge et les expériences difficiles de la vie, une cicatrice lui parcourt la partie droite de sa tête. En plus, un étrange caillou d'une blancheur de neige lui sert d'œil de verre. En le voyant entrer timidement, elle adresse un sourire plein de malice au jeune et prodigieux guerrier. « Ah, te voilà !» dit la matriarche avec beaucoup de chaleur dans sa voix. Installe-toi, ne te fais pas attendre. Salutations, ô doyenne. L'ancêtre fixe intensément les pupilles du chasseur. Malgré le grand respect qu'il accorde à la sage, ce dernier est toujours mal à l'aise quand elle observe de cette manière. Allez savoir ce qui peut bien se passer dans sa tête. Je sens que tu es en proie au doute, mon petit Steven. Tu devrais à ton tour reprendre le flambeau. Tu es né voilà une vingtaine de cycles et tu es certainement le plus qualifié pour devenir chef. Il termine sa phrase en gloussant. Après tout, le temps me rattrape et bientôt je mourrai et je tomberai dans le rien. Légèrement embarrassé par ce rappel, il baisse les yeux avec un air pensif. Je le sais, doyenne, mais je me demandais si vous étiez déjà allé hors de notre territoire. Avez-vous aperçu quelque chose? Pouvez-vous m'en parler? La sage s'accroupit et rapproche son visage du feu. Un court instant à observer ce visage balafré et abîmé par le temps lui permet d'imaginer facilement son passé. Ce dernier garde son sang-froid et ses pensées terribles pour lui. Elle tend un objet vers l'homme de Cro-Magnon. C'est un collier qu'elle porte depuis toujours. « Tu vois cet œil ?» demande la doyenne avec une tonalité plus proche de celle d'une vieille sorcière que d'une gentille grand-mère. « Je l'ai perdu au prix de cette attache. Ce n'est pas n'importe quelle babiole, vois-tu? Une connaissance, venue de bien au-delà de ces terres, me l'a donnée. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Comme tu le sais, ils m'ont appris bien des choses. Par exemple, ce qui se trouve en dehors de ces lieux, bien après la lande la plus lointaine. » En remarquant son incrédulité, elle prend un air blasé. « Je ne me crois pas, » dit la doyenne un brin vexé. « Tu penses que j'ai tout inventé ?»« Non, bien sûr que non, » répond l'imposant maladroit qui essaye tant bien que mal de se rattraper. « Mais pouvez-vous me dire ce qu'il y a là-bas ?» Elle se penche doucement, le fixe droit dans les yeux et lui adresse un sourire malicieux. « Oh, eh bien, rien de bien particulier. » D'un seul coup, elle se lève et bouge ses bras dans tous les sens et fait sursauter le chasseur. En observant attentivement son regard, le colosse a l'impression que la chef est partie dans un autre monde et devant son œil défilaient les événements les plus épiques. « J'ai vu des montagnes à perte de vue, des cantonnements bien plus grands que les nôtres, des créatures redoutables.
Mais le plus important dans tout cela, ce sont des gens nommés les voyageurs. Ils m'ont permis de découvrir tout ça. Dit la doyenne avec une voix remplie d'entrain. Il incite la tête vers la gauche. Des voyageurs? Qui c'était? Vous m'avez déjà raconté des histoires sur eux il y a longtemps. Elle baisse les bras et prend un air triste. Elle s'assoit en tailleur et regarde son plafond. Sache qu'il s'agissait de personnes que je n'ai plus jamais revues. Et qu'ils m'ont donné ce collier. En as-tu fini avec tes questions? Je n'ai plus ton âge, il faut que je me repose. Il se lève rapidement. Oui, bien sûr. Et merci encore. Reposez-vous bien. Avant de partir, il se retourne une dernière fois. Doyenne, j'ai autre chose qui me perturbe. Qu'y a-t-il, Steven? Depuis plusieurs lunes, je fais un rêve étrange. Je vois des tortues de pierre, des peintures qui doivent appartenir à des tribus que je ne connais pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'après ça, je suis dans une grotte qui bouge, et un homme me dit « You woke up, Stropa » ou quelque chose comme ça. Vous savez ce que ça peut signifier? La chef reste muette pendant quelques secondes. Ce n'est probablement rien. Maintenant, laisse-moi, mon petit. D'accord, au revoir, doyenne. Une fois hors de sa demeure, il s'en va vers sa tente et s'assoupit jusqu'au lendemain. Fin du chapitre 2.